Merci beaucoup, Marina. Je laisserai Camille, Olivier et puis Véronique se présenter juste après. Moi, donc, je suis Marie-Laure Le Chevalier, consultante au sein du cabinet des Injus et des Hommes, cabinet donc, pionnier parce qu'il a été créé il y a près de 20 ans. Et je conduis effectivement la practice CSRD. On a aujourd'hui une quinzaine de consultants qui travaillent voilà, régulièrement sur des missions de ce type. Et j'ai la chance de pouvoir les accompagner dans la structuration des différentes missions qu'on a. Comme le disait Marina, on a la chance d'être accompagné par Olivier Classio, qui est cofondateur du cabinet des Anges et des Hommes, et puis Véronique et Camille de Lefebvre Saru qui vont se présenter juste après. Donc, vous êtes nombreux à avoir commencé l'exercice de double matérialité ou à le démarrer prochainement. On avait réalisé il y a quelques semaines un webinaire sur la création de valeur qu'apporte la CSRD et il nous a semblé pertinent de mettre cela en lumière au travers d'un des accompagnements qu'on a réalisé. Vous l'aurez compris, il s'agit de Lefebvre Saru, qui est leader européen de la connaissance juridique et fiscale et qui s'est lancé très en amont dans l'aventure de double matérialité et qui auront la chance de nous faire part de leur retour d'expérience dans quelques minutes. Alors, ça fonctionne tout. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va contextualiser un tout petit peu les choses et rappeler quelques éléments essentiels de la CSRD, acronyme qui ne doit plus avoir de secret pour vous. Il s'agit de la Corporate Sustainability Reporting Directive. Nous dédierons évidemment la majeure partie de ce webinaire au retour d'expérience de Lefebvre Saru pour notamment illustrer quelques-uns des bénéfices que représente la CSRD et en quoi cette directive européenne transforme progressivement la proposition de valeur des entreprises en intégrant pleinement les enjeux de durabilité. Et suite à ce témoignage, on vous propose un temps d'échange pour répondre aux questions que tout cela aura générées. Alors, la CSRD elle fait partie du Green Deal, évidemment, qui vise à réduire en Europe les émissions nettes de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. C'est une ambition forte et ce pacte vert, il couvre beaucoup de mesures qui visent à engager l'Union européenne dans les voies de la transition écologique en couvrant des sujets comme le climat, l'environnement, l'énergie, mais aussi les transports, l'industrie, l'agriculture et la finance durable notamment. Ce qui est intéressant, c'est que cette CSRD, elle permet vraiment d'identifier les sujets environnementaux, sociaux, sociétaux et de gouvernance qui sont matériels, c'est-à-dire qui sont significatifs pour l'entreprise et qui donc imposent à l'organisation de pouvoir être transparente sur ces sujets et de mettre en place un plan d'action, notamment au travers d'un exercice de reporting. L'objectif est donc haut, c'est vraiment l'idée de mettre les sujets de durabilité au même niveau que le financier. Il y a des attentes donc très fortes à cet égard. Il y a d'autres textes également qui s'imposent aux grandes entreprises et aux entreprises cotées sur le marché européen qui ont plusieurs obligations. On ne va pas toutes les présenter ici, mais ce qui est important, c'est que cette CSRD, elle est en complémentarité notamment de la taxonomie, qui est l'obligation de classer certaines activités, enfin les activités de l'entreprise pour savoir si elles sont durables sur le plan environnemental. Et c'est un élément qui va venir à la disposition d'un certain nombre de personnes, notamment les utilisateurs finaux et le monde de la finance, pour pouvoir faire des arbitrages sur les différents financements qu'ils vont pouvoir réaliser. Donc, ce sont vraiment des textes qui sont clés et s'ajoute à ça également la loi sur le devoir de vigilance, la CS3D, qui a été, après de nombreux rebondissements, qui a fini par s'imposer et qui est vraiment quelque chose qui porte sur l'action des organisations et notamment sur la nécessité de devoir réduire l'impact sur les droits humains et environnementaux sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, c'est vraiment un package qui est assez conséquent et qui s'applique aux différentes organisations. La finalité étant que les investisseurs puissent faire vraiment les bons choix stratégiques. Je ne vais pas vous parler très longuement de la CSRD, juste un tout petit zoom avant de rentrer dans le vif du sujet. Évidemment, ce qu'on constate, c'est que la CSRD, c'est un projet ambitieux qu'il ne faut pas sous-estimer parce que, voilà, en termes de ressources, de temps, de nombre de personnes impliquées, c'est un exercice qui est vraiment significatif. Mais c'est aussi, on peut avoir la sensation que c'est un exercice, en tout cas, d'une complexité folle, notamment par le nombre de points d'entrée qui sont attendus, puisque c'est près de 1200 points d'entrée
sur lesquels les entreprises peuvent être amenées à collecter des données. Mais ce qu'on constate vraiment en accompagnant nos clients, cet exercice qui, certes, large et structurant, mais il est proche à beaucoup d'égards de ce qu'on faisait finalement dans les matérialités assez classiques, notamment parce qu'il porte sur la dimension de l'environnement, du social et de la gouvernance, évidemment, tout en incluant les sujets qui sont spécifiques aux organisations, qui sont sectorielles. Donc, c'était déjà des choses qu'on était amené à faire auparavant. Et puis, il porte sur des domaines de reporting qui sont assez classiques, j'ai envie de dire, la gouvernance, la stratégie, la mise en œuvre et les métriques. Ce qui change vraiment, c'est l'ampleur, c'est le nombre de sujets qui est à traiter, qui est imposé. C'est aussi ce double prisme, donc cette double matérialité, le fait qu'on regarde ces enjeux au travers de la matérialité financière et de la matérialité d'impact. Donc, c'est vraiment cette double lecture qui apporte une nouvelle paire de lunettes à la manière de considérer les enjeux de durabilité. La systématisation de la prise en compte de la chaîne de valeur, évidemment, et puis aussi l'objectivisation des résultats, parce que cette CSRD, elle vise à être le plus objectif possible. Donc, la force de cet exercice à la fin, c'est de pouvoir comparer les organisations, en tout cas similaires les unes par rapport aux autres, et de conduire les organisations à faire des arbitrages stratégiques. Donc, dans tous les cas, ce qui est important à retenir, c'est que c'est un exercice significatif et ce qu'il est clé, c'est vraiment d'embarquer et d'avoir une démarche pédagogique pour que l'exercice puisse fonctionner pleinement. Juste vous dire un petit mot, oh, pardon, je vais aller trop vite, il y a un petit décalage, sur les risques et les opportunités que représente cet exercice. Excusez-moi, j'ai un petit... Je sais pas, il y a un temps de décalage. Les risques et les opportunités que représente cet exercice, ce qu'on voit, c'est que les clients qu'on a pu accompagner aujourd'hui et qui sont en avance de phase, vraiment la double matérialité, ce qui est intéressant de le faire de manière anticipée, c'est que ça constitue une opportunité stratégique à plein d'égards, en termes d'innovation, évidemment, en termes de co-construction avec l'écosystème, en termes de pilotage intégré. Donc, il y a vraiment un certain nombre de choses qui sont très structurantes et très intéressantes et ça crée de la valeur si c'est bien réalisé. Et à l'inverse, les entreprises qui prennent du retard s'exposent possiblement à un certain nombre de risques. Et outre les sanctions, il y a évidemment le risque d'image, de perte de financement, par exemple, ou de marché qui peuvent être assez élevés. Et donc, on ne peut qu'encourager les organisations à prendre le devant, à ne pas sous-estimer en tout cas cet exercice et à faire de manière constructive leur analyse de double matérialité pour éviter les conséquences des conséquences négatives qui pourraient se matérialiser, en tout cas prochainement, avec la comparaison, notamment qui va avoir lieu avec la publication des exercices de reporting. Et alors, je vais tout doucement, je ne sais pas pourquoi j'ai un décalage. Donc, la CSRD, ce qui est clair à retenir, c'est que ça ne doit pas être uniquement un exercice de reporting. Hein. L'esprit de la loi, il est assez clair, c'est d'en faire un outil stratégique que les organisations vont utiliser pour se poser des questions, optimiser leur manière de faire et questionner vraiment leurs activités. Et la finalité, c'est de trouver cet équilibre entre la performance, la soutenabilité et la résilience des modèles. Et ça peut aller, dans certains cas, jusqu'à la remise en question d'une partie des activités de l'organisation. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que vraiment la plupart des dirigeants ont compris qu'il y avait un changement, qu'ils allaient devoir se poser un certain nombre de questions sur ces sujets. Évidemment, ça parle aux directions parce qu'on touche aux incidences sur les flux financiers au travers de l'exercice de matérialité, quand on parle de la matérialité financière avec les risques et les opportunités. On met en valeur un certain nombre de vulnérabilités stratégiques et aussi d'opportunités de création de valeur. Et ça, ce sont des sujets qui ont toute leur place, en tout cas au niveau certes des directions RSE, mais aussi des directions globales, des COMEX, des CODIR, des conseils de surveillance ou d'administration. Et l'intégration de ces enjeux de durabilité au travers de l'objectivisation amenée par la double matérialité et aussi par la mise en place du dialogue parties prenantes ou en tout cas par la prise en considération des intérêts des parties prenantes dans le cadre de la double matérialité, ça nécessite en tout cas que ce sujet soit porté au niveau de la direction et soit pleinement intégré pour asseoir la performance et la résilience des organisations.
Aujourd'hui, on avait envie donc de faire un petit zoom sur quelques sujets, notamment sur trois des bénéfices, en tout cas, qui, à nos yeux, représentent un avantage significatif et qui nous semble pertinent aujourd'hui de partager avec vous. Le premier, c'est l'importance du dialogue avec les parties prenantes, qu'ils soient internes ou externes. Quel que soit le niveau, vraiment, on se rend compte que ce dialogue de parties prenantes, il vient participer d'une part à l'évaluation des différents sujets de durabilité, mais aussi à la création de valeur opérationnelle et à la co-construction de plans d'action. Donc, c'est vraiment une force importante qui va les questionner sur vraiment le pourquoi, le comment au sens large. Et puis le deuxième, c'est aussi la priorisation qu'amène cette grille de lecture de la CSRD, la priorisation des sujets environnementaux, sociaux, sociétaux et de gouvernance. Comment est-ce que ça se fait? Au travers de cette fameuse cotation des impacts, risques et opportunités. Et ce travail objectif, on le voit vraiment tous les jours, il est très puissant parce qu'il va permettre aux organisations de pouvoir faire vraiment les bons arbitrages stratégiques et de poser le bon niveau d'ambition sur l'ensemble des sujets de durabilité. Et le dernier aspect qu'on avait envie, enfin sur lequel nous avions envie de mettre l'accent, c'est l'intégration des enjeux de durabilité au cœur de la stratégie de l'entreprise. C'est vraiment finalement en créant ce lien entre la vision business des dirigeants et les vulnérabilités ESG ou les opportunités de création de valeur durable que l'entreprise va asseoir son modèle économique. Voilà ce qu'on voulait vous dire en quelques mots pour introduire le sujet. Quoi de mieux que de laisser la parole maintenant à nos amis de chez Lefebvre Sarru pour illustrer cela. Donc, on va le faire au travers d'une table ronde. Donc évidemment, comme le dit Marina, vous pouvez poser vos questions et on verra quel est le meilleur moment pour pouvoir y répondre. Et en attendant, mais je laisse la parole à Olivier, Véronique et Camille qui vont se présenter et animer ces échanges. Merci Marie-Laure pour cet éclairage très pédagogique. Alors, je voulais remercier Camille et Véronique. Marina a dit en introduction qu'on avait eu le plaisir de travailler ensemble pendant un certain nombre de mois. Voilà. Et je voulais aussi les remercier d'être présentes toutes les deux parce qu'on a eu le sentiment qu'elles avaient une lecture des choses et peut-être des éclairages à vous apporter qui pouvaient être complémentaires. Donc, rapidement, moi, je suis Olivier Classiot. Je suis un des cofondateurs des Anges des Hommes il y a une petite vingtaine d'années. Et j'interviens aujourd'hui notamment dans la coordination de projets de manière globale, mais parfois des projets un peu complexes ou des projets sur lesquels on est un peu à la pointe de nouvelles pratiques. Et donc, c'est ça qui notamment m'a amené à être le directeur de projet du projet Lefebvre Sarru. Je vais proposer à Camille Steiner de se présenter et ensuite Véronique. Et on a prévu quelques questions voilà, de dialogue pour vous permettre d'avoir un éclairage sur comment les choses se sont passées de leur expérience et vue de l'interne de cette mission anticipatrice CSRD. Camille? Merci Olivier, merci des Enjeux des Hommes de nous accueillir, merci de nous avoir accompagnés. On est ravis à la fois de partager ce qu'on a vécu et puis aussi de recevoir les questions et nous-mêmes les expériences de nos alter ego. Donc pour ma part, je suis directrice des impacts ESG ou directrice RSE, qui est aussi classiquement utilisée comme terme, au niveau du groupe Lefebvre Sarru, qui est le groupe auquel appartient Lefebvre Dalloz. Et notre métier, pour le poser rapidement, c'est de garantir l'accès au droit, et c'est-à-dire concrètement d'aider les juristes et les utilisateurs du droit, dont sont les entreprises, à comprendre les législations à travers de l'édition, de la formation et à le mettre en œuvre concrètement à travers diverses solutions logicielles. Je travaille avec Véronique, quelle chance. Merci Camille, merci aussi à toute l'équipe des Enjeux et des Hommes pour l'invitation et puis pour pouvoir faire Véronique, pardon, excuse-moi, tu es un petit peu loin de ton micro, je pense qu'on ne t'entend pas très bien. Alors, Est-ce que ça... Est-ce que c'est mieux? Un retour micro qu'il faut couper. Est-ce que c'est mieux pour vous? Vous m'entendez? Ouais, super.
Parfait. Alors, je remercie Camille et je remercie toute l'équipe des Enjeux et des Hommes. Ça a été un vrai plaisir de travailler avec vous et je suis très heureuse de pouvoir partager notre expérience aujourd'hui. Donc, je travaille en binôme avec Camille sur la définition de la stratégie ESG pour le groupe Lefebvre Sarrut, notamment l'entité française Lefebvre Dalloz. Et sur la partie déploiement de cette stratégie au sein des différentes équipes. Merci beaucoup. Alors, ben, on va démarrer tout de suite, puisque moi, l'écho que j'ai des entreprises avec lesquelles on a des échanges en ce moment qui doivent décider de comment prendre le sujet, avec qui le prendre, comment trouver le bon tandem, voilà. C'est aussi d'embarquer les équipes. Donc, Camille, peut-être une première question qu'on avait envie de te poser, c'est finalement, on a parlé d'anticipation. Qu'est-ce qui a motivé la décision au sein de votre groupe de réaliser une double matérialité en avance de phase? Alors, je vais peut-être vous étonner par cette réponse, mais certainement pas le droit ou la législation ou le besoin de conformité. En fait, ce qui s'est passé, c'est que qu'on a pris la direction en janvier 2023. La direction RSE était assez récente, elle avait à peu près 2 ans. Elle avait lancé plein de sujets, mais on était à un moment où il s'agissait de les prioriser. Et en fait, le point de départ, c'était vraiment comment je priorise entre l'ensemble des sujets que j'ai lancés, environnement, RH, certification, et cetera. Et en examinant le marché, le sujet, arrivent plusieurs outils, dont la simple matérialité. À l'époque, on disait pas simple, on disait juste l'analyse de matérialité. Et à l'époque, j'interrogeais des alter ego, voilà, comme dans n'importe quelle prise de poste. Je rencontrais des directeurs, RSE notamment l'un d'entre eux m'a dit: «Voilà, moi j'ai fait l'analyse de matérialité et c'était un exercice hyper vertueux. On a vu des choses totalement inattendues, on a embarqué, l'ensemble de la boîte de façon extrêmement forte». Donc on est parti sur l'analyse de matérialité et parallèlement, finit par arriver quand même dans notre scope la CSRD, où l'on voit que l'analyse de double matérialité allait devenir, une obligation légale. Et comme notre métier, c'est ce que je vous disais, c'est de comprendre le droit, de le digérer pour ensuite, le décrypter pour nos clients, on se dit: «Bah, allons-y». Donc là, on fait un appel d'offres et on rencontre plusieurs prestataires et finalement, on travaille avec vous, avec des enjeux et des hommes, dans un état d'esprit qui est un peu particulier, puisque, on se dit ensemble que la loi n'est pas sèche, la méthodologie n'est absolument pas sèche, mais qu'on a quand même envie d'y aller comme ça. Mmh. Et peut-être aussi parce que d'ailleurs Véronique et moi, on vient de l'innovation. Avant de faire la RSE, on venait de l'innovation. Mmh. En fait, nous, on trouvait ça plutôt positif d'apprendre en marchant. Et c'est comme ça qu'on a décidé d'y aller, ensemble, en sachant qu'on allait devoir s'adapter tout au long, du projet. Mmh. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel nous, on était à l'aise. Alors, tout à l'heure, Marie-Laure a parlé des dirigeants, parce que historiquement, sur certains projets RSE, on pouvait avoir une direction RSE qui pouvait piloter de manière peut-être parfois autonome ou en silo par rapport à ce qui se passe dans le reste de l'entreprise. On voit bien que sur les sujets CSRD, on a d'autres directions, la direction financière à minima qui est impliquée, mais très vite, il faut aller toucher les dirigeants, les impliquer dans ce projet. Donc, de quelle manière chez vous, en fait, peut-être le patron et puis l'équipe dirigeante plus globalement se sont appropriés les sujets et peut-être si tu avais Camille des clés à partager en tout cas de ce qui a fonctionné chez vous, voilà, pour les personnes qui nous écoutent, voilà, comment finalement embarquer les dirigeants dans ce chantier. Alors, nous, on a commencé sans embâche, hein, par le dirigeant du groupe, hein, What Else? Alors, on a la chance que ce soit assez naturel pour lui et l'ensemble de l'équipe dirigeante de s'intéresser fortement aux nouvelles législations européennes. Encore une fois, c'est notre, métier. Mais ce Mmh. qui a changé la donne, et ça, pour le coup, ça me semble indispensable, c'est de faire valoir l'intérêt business et stratégique de la démarche.
Et sans ça, honnêtement, ça a beau être notre métier, je pense qu'on n'aurait pas embarqué aussi bien. Donc ça, c'était le sujet de départ. Et d'ailleurs, c'était un des points qui pour nous était très fort dans le travail qu'on a fait avec vous. Et d'ailleurs, c'était un des points pour lesquels on vous avait choisi parmi d'autres prestataires. Ensuite, on a impliqué le CODIR. Alors, encore une fois, on travaillait au niveau européen, donc les dirigeants de chacun des pays sur lesquels on est présent. Et je crois que ce qui a bien fonctionné, bon, d'abord, c'est que comme on avait convaincu le dirigeant, ils nous ont fait confiance pour entamer la démarche et embarquer l'ensemble, en tout cas, interroger l'ensemble de leurs collaborateurs, des clients et des partenaires, etc. Et ensuite, ce qui a été, à mon avis, fondamental, c'est qu'on a impliqué le CODIR dans des ateliers concrets de définition de la stratégie. On a pris concrètement 2h30 de leur temps, ce qui est énorme, hein, mais ce qui était fondamental, 2h30 de leur temps pendant lesquels on leur a présenté les résultats des interviews, des questionnaires, etc. Et en commençant par leur demander, d'après vous, qu'on dit telle partie prenante, qu'on dit les employés, qu'est-ce qu'ils ont priorisé, les clients, nos partenaires que sont les auteurs, les formateurs, etc. Et pourquoi on a fait ça? Pour éviter le «Ah bah, c'était évident», en Mhm. fait. Ce qu'on a montré, c'est la différence et justement ce qui était inattendu. Ce qui a été confirmé, bien sûr, mais ce qui était inattendu et de la même façon, on les a fait travailler ensuite sur les priorités. C'est-à-dire qu'on avait des conclusions, mais on avait encore, on est arrivé à un moment où les choses étaient encore assez ouvertes et on pouvait décider de dire: «Ben, ça fait partie des risques qui effectivement nous semblent majeurs à adresser maintenant, ou plus urgemment que d'autres» et pareil pour les opportunités. Et encore une fois, on a commencé par dire: «D'après vous, qu'est-ce qui ressort comme priorité et qu'est-ce qui ressort comme risque?» pour pointer de nouveau la différence avec l'évidence. Parce que si on n'a pas ce temps-là, ce qui risque fort de se passer, c'est qu'on arrive avec: «Voilà ce que nous ont dit les parties prenantes, voilà les conclusions» et qu'on nous dise: «Ah, c'était évident». Donc là, Mhm. on a évité ça. Donc impliquer, heu et je reviens sur le tout premier, je le répète et je le répéterai beaucoup, ne pas partir de la conformité. On peut dire: «De toute façon, c'est obligatoire, vous allez devoir le faire, vous allez devoir faire l'analyse de double matérialité», mais surtout, il y a, une vraie, plus-value, ça va vous permettre d'identifier des leviers de développement de valeur que vous n'aviez pas vus. Et Mhm. je termine sur un dernier, pardon, je ne sais pas si ça se fait trop de le dire dans ces cercles, mais il y a quelque chose qui marche très, très bien, très, très bien. C'est, le bouche à oreille entre pairs et je vous l'ai dit pour moi-même, mais ça a marché sur les autres aussi. C'est-à-dire que faire rencontrer des alter ego, dirigeants de grands groupes, dirigeants de pays ou après vous pouvez appliquer ça à tous les départements, qui rencontrent des gens qui sont plus matures sur le sujet, qui ont fait cette démarche et qui leur disent: «Moi, ça m'a appris énormément, ça m'a apporté ci, ça». Ça vaut tous les PowerPoint du monde. Mhm. C'est clair. Merci beaucoup, Camille. Et je pense que ce que tu viens d'évoquer fait aussi un clin d'œil à est-ce que ma CSRD, elle va porter que sur du reporting ou est-ce qu'elle va porter sur une feuille de route concrète qui va impliquer les métiers? Et si je veux impliquer les dirigeants de ces métiers, ben, il faut que j'aille au-delà du reporting. Alors, tu as dit, il y avait des évidences et puis il y avait des découvertes. Est-ce que peut-être on pourrait avoir un exemple de, voilà, après quelques mois, est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes et plus globalement, voilà, quel bénéfice tu as pu voir à ton niveau de ce projet? Ouais, alors on en voit plusieurs, hein, des bénéfices et pour chacun, je peux vous donner des exemples, concrets. Le premier, c'est que l'analyse de double matérialité, à notre sens, c'est vraiment un outil d'analyse, stratégique à mettre aux côtés des outils, classiques et si vous avez fait de l'analyse stratégique, ça a été mon métier, pendant, 8 ans, mais vous les avez peut-être côtoyés, vous connaissez, la matrice BCG, le PESTEL. PESTEL, c'est analyser son environnement, sur 6 critères, politique, économique, sociologique, technologique, environnemental, légal. Les SWOT, donc Mm. force, faiblesse, opportunité, menace, surtout en stratégie marketing. Vous voyez, rien que dans les noms, il y a pas mal de recoupements. Qu'est-ce qu'on fait dans l'analyse, double matérialité? On fait des IRO, impact, risque
et opportunités. Donc, il y a des choses qui se recoupent, mais il y a des choses qui sont clairement complémentaires, notamment le fait que l'Union européenne nous fournisse une liste holistique de topics qui ne sont pas dans les analyses classiques, et le fait qu'on demande d'aller interroger toutes nos parties prenantes. Donc, je reviens là-dessus. Qu'est-ce que ça apporte, cette analyse-là? Ça nous a permis d'éclairer des angles morts. Exemple, notre culture d'entreprise. Là, ça va vous paraître évident et vous allez dire: «Mais vous n'avez pas besoin de faire tout ça». Sauf qu'en fait, si, on a eu besoin pour se rendre compte que nous, le fait qu'on ait, un actionnariat familial, quand on parle de durabilité, c'est sans doute le gage le plus fort. Vous connaissez peut-être le principe du développement durable qui est d'agir en tâchant de ne pas, mettre en danger, le bien-être, des générations futures. Quand on parle de sa famille, et qu'on a des actionnaires qui sont des familles, ça paraît évident. Mmh. Donc ça, c'est très, très fort. On est une entreprise européenne, on a une mission, je vous l'ai dit, garantir l'accès au droit, qui est hyper forte. Mais en fait, à être dans le quotidien, on l'avait oublié. Donc là, en fait, on l'a remis sur le devant de la scène, et pour le côté, S, on va vraiment, nettement le travailler, bien de façon accrue avec, l'ensemble de nos employés. Ça nous a permis aussi de reprioriser des sujets. Par exemple, la cybersécurité, on le travaillait évidemment, mais quand on s'est aperçu que l'ensemble de nos parties prenantes, les experts, les externes, nos partenaires, nos clients, et en interne, les collaborateurs l'ont mis tous, top, 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 tout en haut. Donc Mmh. autant vous dire qu'on l'a remis nous, tout en haut de notre, feuille de route. Le changement climatique, on travaille avec du papier. On vend des livres, on travaille avec des ordinateurs, des bases de données, des logiciels, je vous l'ai dit. On savait, on avait mis quelque part qu'il fallait, travailler ces adaptations, éventuellement la raréfaction des matières premières. Bah, là, on l'a mis, beaucoup plus haut dans la liste des choses à faire. Et puis, on a aussi identifié des sujets de positionnement qui sont très porteurs et de développement de valeur. Par exemple, on travaille, sur l'intelligence artificielle depuis, longtemps, et GPT, par exemple, on le travaille depuis 2020, on est positionné dessus. Mais aujourd'hui, si vous prenez le sujet, tout le monde travaille dessus. OK? Toute entreprise se proclame de, l'intelligence artificielle générative. Nous, ce qui est apparu clairement, c'est notre positionnement totalement aligné avec ce que l'on est, vous le verrez tout de suite, c'est que nous, notre angle, c'est vraiment l'IA éthique. Et donc, vous avez peut-être vu d'ailleurs nos dernières communications sur, notre offre d'intelligence artificielle générative légale. On le dit, on travaille sur des sources fiables, et c'est ça notre particularité. Donc Mmh. voilà, premièrement, un outil d'analyse stratégique qui vraiment éclaire, de nombreuses choses, et nous permet d'établir une stratégie, claire, fine, et efficace. C'est un outil aussi, RH et relations, clients, très fort. Pourquoi? Vous devez interroger vos parties prenantes, et notamment tous vos employés sur, vos priorités stratégiques. Heu, Honnêtement, il y a peu d'entreprises qui, régulièrement interrogent leurs entreprises sur leurs priorités stratégiques. Nous, c'était, la première fois à ce niveau-là, et c'est hyper fort, hyper porteur pour la motivation, pour l'implication de l'ensemble des salariés. Quand on parle de relations clients aussi, on interroge bien sûr régulièrement ses clients. Mais sur quoi? Sur leur quotidien, sur est-ce qu'ils aiment nos produits, éventuellement quand même sur la perception, de l'entreprise, sur l'image, mais pas sur tous ces sujets-là. Et de la même façon, il y en a qui sont apparus, et notamment sur le why, le pourquoi, quelle est la relation, presque émotionnelle qu'ils ont avec nous. C'est apparu beaucoup plus fortement, à Mmh. l'occasion de cette interrogation. Très Et le bien. dernier point, je sais que je parle beaucoup, mais il est important aussi, et après je parlerai moins, Mmh. l'éclairage que ça apporte sur nos outils de pilotage. Heu, on entre assez rapidement dans la collecte, des données avec juste après l'analyse de double matérialité. Et là, on rentre vraiment dans de l'hygiène d'entreprise. On et ça, c'est alors je parle pas juste de ma casquette, Lefebvre-Sarrut, pardon, j'ai oublié de vous le dire, je fais aussi partie du collège des directeurs du développement durable, et au sein du C3D, je fais partie du secrétariat général de l'EASP, qui est une association des C3D européens, pour le dire, OK. vite, donc, des directeurs RSE de toute l'Europe. Et ça, c'est quelque chose qui apparaît, fortement. On a très peur des 1 200 data points, dont, Marie-Laure, tu parlais tout à l'heure.
Mais en vérité, surtout, cette démarche, elle va permettre de pointer le fait que certains des outils des entreprises sont pas, assez qualitatifs ou, assez, fiables. Exemple, je dois raconter où j'en suis en termes de formation. Si je suis pas capable de le dire, le problème c'est pas la CSRD, mais c'est mes outils et moi j'ai besoin de pouvoir me projeter dans le temps et bien former mes collaborateurs. Autre exemple, les fournisseurs. Il y a beaucoup de questions sur les fournisseurs, notamment si vous faites le travail sur le scope 3 du bilan carbone. Si vous n'avez pas une bonne base de données, fiable, forte de vos fournisseurs, vous ne savez pas. Mais si vous n'avez pas de bonne base de données de vos fournisseurs, vous ne pouvez pas non plus les optimiser. Vous pouvez pas voilà, c'est encore une fois, c'est un problème de bon ou mauvais pilotage de l'entreprise et ça, c'est aussi, quelque chose qui est c'est vraiment un vrai bénéfice de l'ensemble de cette démarche. Génial. Merci beaucoup, Camille. Alors, on va justement dans le tandem que vous composiez avec Véronique se tourner vers Véronique maintenant. Véronique, il faudra que tu ouvres ton micro. Alors, Camille a un petit peu dévoilé le sujet sur les parties prenantes en disant que c'était important. Moi, j'avais envie de t'interroger sur justement les parties prenantes internes et externes aussi. Finalement, est-ce qu'elles viennent de manière très volontaire dans un exercice comme cela? Et si ce n'est pas forcément le cas, comment est-ce qu'on peut les embarquer? C'est aussi une question qu'ont peut-être les gens qui nous écoutent. Et je fais un deuxième clin d'œil sur la manière d'aborder la CSRD. On pourrait faire une CSRD avec 10 experts dans une salle et se couper complètement de son écosystème chez des enjeux des hommes. Et on considère que prendre en compte les parties prenantes, c'est très important. Ça fait partie de l'approche. Donc justement, dans votre cas, Véronique, comment s'est passée l'implication des parties prenantes? Alors, c'était à la fois facile et difficile. Pourquoi c'était difficile? Parce que finalement, on a un scope de parties prenantes qui est relativement important. Il y en a certaines qui sont très proches de nous et qu'on interroge plus ou moins régulièrement. Et puis, il y en a d'autres qui sont un peu plus éloignées. On parlait tout à l'heure, Camille parlait des clients. Effectivement, on les interroge beaucoup, mais pas forcément sur ces sujets-là. Les fournisseurs encore moins. Les institutionnels qui nous sont hyper importants dans le cadre de notre mission, garantir l'accès aux droits, c'est pas forcément des personnes à qui on parle de ces sujets-là facilement ou aisément. Même chose avec les auteurs et les formateurs. Et en fait, on s'est aperçu en faisant l'exercice que voilà, on pouvait aller beaucoup plus large que le panel, on va dire, habituel de nos interlocuteurs, de nos parties prenantes, et puis surtout aller les interroger avec un niveau de détail qui n'est pas celui qu'on fait habituellement. Donc, c'était un petit peu difficile parce qu'il a fallu faire des bases de contact qu'on n'avait pas forcément, aller chercher des gens qu'on n'avait pas l'habitude de contacter. Et en même temps, c'était facile parce qu'on a eu un retour extrêmement positif de ce qu'on a fait, que ce soit sur l'enquête en ligne, pour trouver des personnes, que ce soit des experts ou des parties prenantes. Pour trouver des personnes, en fait, ça a été relativement facile et rapide parce que les gens avaient envie de nous parler de ces sujets-là. Les gens avaient envie aussi on a eu beaucoup en retour. C'est vraiment positif, votre démarche, et vous êtes les premiers. Donc, sur le fond et sur la démarche, entre guillemets, c'était facile parce qu'il y avait énormément de volontariat. Ok. Et moi, j'ai beaucoup apprécié en fait de collaborer avec Olivier, Marina et Fabien sur cet exercice-là parce que, alors je ne sais pas si c'est comme ça qu'on va avoir la pratique dans le dur, mais on est vraiment parti de quelque chose qui nous tient fort à cœur. On a un comité des parties prenantes avec des parties prenantes internes et externes et on a démarré avec eux. Et on a démarré avec eux, c'est extrêmement fondateur de faire ça. On a eu une première consultation sur nos enjeux qui était assez libre et qui nous a vraiment, on était en haut de l'entonnoir et on était sur les sujets CSRD, mais on était aussi sur d'autres sujets, sur les sujets de notre raison d'être, de nos engagements et vraiment, on est parti par la stratégie.
Et puis ensuite, on a attaqué des consultations d'experts en interne, en externe, des interviews, des ateliers. Et là aussi, ça a été très, très enrichissant. Enfin, on a eu des échanges très riches et moi, j'ai adoré. On a travaillé en binôme, hein. Il y a des interviews qui ont été faites par l'équipe des enjeux et des zones, des interviews qui ont été faites par mes soins et avec avec une complémentarité, une facilité dans les échanges qui étaient vraiment exceptionnels. Et puis, il y a eu l'enquête en ligne. Alors, moi, je vais être totalement transparente. C'est le point sur lequel, dans la démarche de matérialité, je suis encore la moins à l'aise parce que on a fait un exercice très, très en amont, hein, très en innovation et on voulait absolument être conforme. Et donc, on a eu des questions très, très proches de la conformité, très proches de la CSRD. Et je sais pas aujourd'hui si les retours de l'enquête en ligne sont les plus pertinents. Et c'est pour ça que moi, j'invite vraiment tout le monde dans cette démarche de matérialité de ne pas s'en tenir à une enquête en ligne qui a des limites forcément sur la compréhension, les personnes qu'on peut toucher et vraiment cette complémentarité d'interviews, d'expertise métier, d'échanges et d'enquête en ligne pour avoir du quanti et pouvoir se projeter. C'est vraiment le bon, pour moi, c'est le bon mix qui va permettre d'avoir un maximum de retours. Et l'enquête seule a aucun sens à mon avis. Et les interviews seules, c'est un peu dommage parce qu'on n'a pas le côté quanti qu'on peut avoir dans l'analyse. Donc Alors, voilà, c'est ouais. Merci beaucoup. En effet, alors je fais un petit clin d'œil aussi sur la méthodologie double matérialité. Il y a clairement, au-delà du dialogue avec les parties prenantes, que ce soit massivement via des enquêtes ou via des entretiens, il y a des études documentaires, la prise en compte de démarches prospectives. On est aussi tourné vers le futur et pas que vers le passé. Il y a ces experts qu'on doit trouver qui connaissent un peu votre secteur et qui doivent vous aider à prendre du recul sur vos impacts. Voilà. Ce qu'on a trouvé intéressant dans le projet qu'on a fait avec le FEF Saru, c'est justement d'aller au-delà de ça et aussi d'interroger les gens qui sont vos partenaires d'affaires pour compléter. Alors justement, Véronique, ça m'amène à une autre question qu'on nous pose souvent. C'est mais alors qui doit piloter ça? Est-ce qu'on compose un copil? Qui on doit mettre dedans? Quel rôle on lui donne? En plus, vous êtes une entreprise à taille européenne, donc ça donne des éléments de complexité qui certainement parlent aux 200 personnes là, qui nous écoutent ce matin. Donc voilà, sur cet organe de pilotage hein, qui venait compléter le tandem que tu composais avec Camille, voilà. Est-ce que tu aurais du retour et puis éventuellement quelques clés à donner aux gens qui nous écoutent? Alors, pour comprendre un peu notre situation, nous, on était déjà organisés sur un certain nombre de sujets. On travaillait avec des instances existantes qu'on appelle des streams. Donc, on avait un stream pour le social, un pour l'environnement, le non-profit, etc., etc. Et le comité de pilotage, on l'a constitué vraiment sur cette base. Donc, on a pris les personnes qui travaillaient déjà avec nous sur ces sujets. Et puis, on a ajouté des nouveaux membres en fonction de deux critères. Le premier, évidemment, c'est leurs compétences. Et puis, le deuxième, c'était aussi l'envie de travailler sur certains sujets. Et ça, c'est hyper important parce que c'est parfois plus intéressant de trouver quelqu'un qui n'a pas tout de suite la compétence, mais qui a énormément d'envie et ensuite qui se forme et qui travaille avec vous sur ce type de sujet. Donc ça, c'était important d'avoir cette base pour constituer le comité de pilotage. Et le comité de pilotage, en fait, il a intervenu tout du long. Pour choisir les sujets sur lesquels on allait interroger les parties prenantes, analyser les résultats de l'analyse de matérialité. Et puis, on a eu un très, très grand moment qui était un workshop tous ensemble pour travailler sur l'ajustement de nos stratégies ESG, nos priorités, la création des plans d'action et on est allé même jusqu'à la sélection des indicateurs de suivi. Donc ça, on a eu vraiment quelque chose de très fondateur et de vraiment très, très important. Et ce qu'on a fait après ça, en fait, c'est qu'on a poursuivi les travaux avec les streams existants, avec donc la feuille de route qu'on avait ajustée. Et puis, on a créé de nouveaux streams
principalement avec les personnes issues du comité de pilotage. Donc, on avait vraiment des personnes qui étaient là de bout en bout, du début de la démarche, travailler sur la stratégie et déployer la stratégie. Et ça, c'est Ok. vraiment quelque chose d'hyper important pour nous de les avoir tout au long du process parce que ça permet de bénéficier de leur expertise, soit de l'expertise qu'ils avaient déjà, soit celle qu'ils ont acquise pendant tout le process, parce que c'est aussi, travailler sur la matérialité pendant plusieurs mois, ça vous fait monter en compétence de manière vraiment très forte sur un certain nombre de sujets. Et puis, ça amène naturellement à la phase de déploiement. Ok. Donc, si j'essaye de schématiser cet atelier, ça a vraiment été extrêmement fondateur. Et à la sortie de l'atelier, on était ensevelis d'une certaine manière. Il y avait énormément de choses. Il y avait des éléments sur tous les sujets. Et c'était plus ou moins la fin de la mission du comité de pilotage. Donc, on est arrivé là on a une matrice, une énorme matrice Excel. Et on s'est posé et on a eu vraiment une révélation avec Camille, une sorte d'épiphanie, parce qu'il y a un moment, tout est devenu super clair. Et en fait, il y a eu un moment où la formalisation de ce qu'on voulait faire, de la stratégie, elle est devenue évidente, parce qu'on avait eu cette maturation et cet atelier extrêmement fondateur. Et voilà. Et après, on l'a porté devant les instances dirigeantes. Et franchement, il y a ce mot évident, il est important parce qu'on était dans le process et puis on a abouti à quelque chose qui parlait aux membres du comité, bien évidemment, mais qui a parlé très fort et très juste aussi à l'équipe dirigeante. Alors, je voulais faire un petit, c'est pas un clin d'œil, je sais pas comment je pourrais nommer ça, mais moi, je rencontre et nous rencontrons avec Marina et Marie-Laure beaucoup d'entreprises et d'équipes dirigeantes qui, au moment où on les croise, ont été traumatisées par les 1200 data points, le niveau de complexité extrême, le fait que ça allait être très dur d'y arriver. Alors nous, on se positionne vraiment en faux contre ça en disant l'esprit de la loi est très sain. La CSRD, c'est une loi intelligente qui doit aider les entreprises à être en meilleure compétitivité pour faire face aux enjeux de durabilité. Et on a trouvé un écho aussi chez Lefebvre Sarru dans le côté, on démystifie des choses complexes, on vous les rend accessibles, vous comprenez ce que vous devez faire, etc. Et donc, sur justement ce côté démystifier la CSRD, est-ce que Véronique, toi, tu as aussi un avis de ce que tu as pu vivre en interne auprès des équipes voilà, comment sortir de cette vision d'Himalaya pour devenir concret et puis finalement travailler avec des vrais résultats à la fin. Bon, alors déjà, on est comme tous les autres. On a commencé par avoir très, très peur. On a commencé à regarder la CSRD, effectivement, les 1200 data points, les indicateurs, des choses qui n'avaient absolument pas de sens dans notre industrie, typiquement le travail des enfants. Voilà, et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, en fait, en s'appropriant l'exercice, en travaillant avec vous, on a vraiment compris que l'analyse de matérialité, c'était ce qui allait permettre de faire le tri dans ce qui est vraiment important. Et le mot important est important puisque c'est le mot qui a été choisi en français. En tout cas, ce qui est vraiment stratégique pour notre groupe. Et puis en faisant cet exercice-là, bam, le nombre de data points descend d'un coup. Et puis surtout, on se retrouve avec des sujets qui ont du sens. Et quand on rentre dans chaque sujet, là aussi, on se rend compte qu'on a déjà fait pas mal de choses. Par exemple, pour le social ou pour l'éthique des affaires, on avait déjà des procédures, des politiques formalisées, des objectifs, des plans d'action. Donc là, on se dit, OK, bon, pour le reporting CSRD, ça va aller. Et puis, il y a des sujets, par contre, sur lesquels, honnêtement, on était moins avancés ou moins structurés, typiquement sur la partie environnementale. Et là, ça nous a permis vraiment de nous poser des bonnes questions. Travailler sur la feuille de route, nous dire qu'est-ce qui est vraiment prioritaire, par quoi on commence, et puis surtout d'aller travailler de manière échelonnée dans le temps, parce qu'on ne va pas tout le faire en claquant des doigts. Et on se donne le temps de bien faire les choses, pas pour faire du reporting, mais pour faire avancer, la notion de développement durable liée à l'environnement dans l'entreprise, vraiment travailler sur un plan de transition, avancer sur les questions de résilience, etc., etc. Ça nous a permis aussi, là, cet exercice-là, Camille en a un peu parlé, d'identifier des sujets qui sont capitaux pour nos parties prenantes et qui n'avaient pas forcément
le bon niveau d'attention dans l'entreprise. Pour moi, l'IA éthique, là aussi parce que je viens de l'innovation, ça a été aussi un choc de voir à quel niveau c'était porté par nos parties prenantes. Ok. Et si je veux résumer, en fait, l'exercice de CSRD aujourd'hui, moi, je veux dire que je l'aborde avec une certaine confiance parce que je mesure les choses qu'il y a encore à faire. Je sais qu'il y a encore beaucoup de travail, mais en même temps, je sais ce qui est déjà derrière nous. Je sais les sujets sur lesquels on va devoir se focaliser, pas pour le reporting, mais vraiment pour travailler en interne avec toutes les équipes et avancer dans le bon sens. Et honnêtement, je pense que ça va bien se passer. Eh ben, ça, si c'est pas un message de rassurance. Alors, comme on veut laisser la place, il y a eu des questions que l'équipe en back-office là, elle est en train d'analyser pour nous les restituer. Peut-être si je me retourne à nouveau vers toi, Camille, nous, chez Les Enjeux des Hommes, à un moment donné, on n'est pas des entreprises, des business units, des filiales, des départements X ou Y. À un moment donné, on finit par être un collectif de personnes, d'hommes et de femmes qui travaillent dans la même entreprise, qui ont une ambition commune. Et donc, euh, vous en avez parlé toutes les deux un petit peu avec Véronique, mais à la fin du fin, finalement, quel changement ça a créé dans votre manière d'adresser et le business et les notions de durabilité? Voilà. Si on devait prendre un peu de hauteur et se dire dans la manière dont on interagit, est-ce que ça a changé quelque chose si on revient à l'humain dans tout ça? Ouais. Alors, je vais partir pour te répondre de faire une citation de Boileau, je crois. Ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. En fait, après cet exercice, on a eu une vision euh, très claire de notre stratégie, comme vient de le dire Véronique, et une feuille de route aussi très, très concrète. Donc, on a pu en parler de façon très simple et surtout en disant, ça ne sort pas de notre chapeau. On a une méthode Ouais. solide, on a interrogé tout le monde, voilà. Et donc notre discours, il est beaucoup plus puissant que par le passé. À noter que, heu et c'est important dans la façon d'exprimer les choses, on parle pas du tout de CSRD ou de double matérialité ou de parties prenantes quand on déploie tout ça auprès de nos 2 500 collaborateurs. On parle de priorité, de risques, d'opportunités, de clients, d'employés, encore une fois, pas de partie prenante parce que ça leur parle pas et Mm. tout devient, tout est devenu en fait extrêmement clair et ce qui est très intéressant aussi, c'est que maintenant qu'on est dans cette phase où on présente cette stratégie et ce plan d'action, une fois qu'on l'a fait, on n'a plus aucune question sur, «Mais c'est quoi le rapport avec notre business?» Plus aucune. Mm. C'est extrêmement clair. Ah, super. Hmm. Eh ben, merci beaucoup. On va repasser. Merci de votre témoignage à toutes les deux et de la complémentarité que nous, on a vécu au quotidien, mais que j'espère les gens qui nous écoutent ont senti dans le tandem que vous composez. On va maintenant passer la parole à, je crois, Marina, C'est ça, concernant les questions. tout à fait, on a quelques questions. Alors, un peu sur enfin, je vais regrouper quelques-unes, mais par exemple, il y avait une question sur plus la gouvernance, enfin, en tout cas, les instances qui sont intervenues. Donc, par exemple, quel a été le rôle de la direction financière dans la démarche? Et une autre question qui touche à ça est la RSE, est-ce qu'elle est représentée au sein du CODIR, enfin, chez vous, par exemple? Ou sinon, pensez-vous que c'est un désavantage ou un atout, enfin, peut-être avoir des éléments de réponse de votre part. Après, on pourra compléter éventuellement côté des enjeux des hommes par rapport à les pratiques qu'on voit chez nos clients. Ça, sur les Alors directions financières, peut-être d'abord. Alors, donc, Ok. d'abord, oui, la direction ESG Impact ou RSE est membre du CODIR. Enfin, moi, je suis membre de ce CODIR européen, ce qui facilite évidemment grandement les choses. Après, ça ne veut pas dire que c'est gagné, hein. Il faut convaincre Heu, voilà, mais oui, ça c'est sûr que c'est le mieux, hein, c'est le mieux d'être à ce niveau-là, d'interlocuteur. Du coup,
toutes les directions ont été intégrées. Donc, la direction financière faisait partie à la fois de la prise de décision au niveau CODIR, des entretiens, a contribué très fortement, par exemple, quand on a dû interroger tous nos fournisseurs, bah forcément, ils nous ont donné la base de données. Mais encore une fois, toutes les entités ont été impliquées. Ce qui a été, je pense, intéressant, parce que j'ai vu aussi qu'il y avait cette question sur l'IT, DSI, c'est qu'en fait, chacun a vu, en quoi il avait un positionnement stratégique et sa pierre à apporter à l'édifice stratégique du groupe. Je reprends, l'exemple de l'IT. Quand on a dit la cybersécurité, c'est là, la protection des données, c'est absolument fondamental, qu'on a fait un séminaire avec eux, pour leur présenter, en quoi c'était absolument essentiel et comment on allait travailler, par la suite avec eux. Bah, ils se sont sentis portés parce qu'en fait, souvent ces directions, enfin, je reprends la direction des achats, la direction IT, sont vues comme des fonctions, support ou même la direction juridique, heu heu, qui n'ont pas forcément à contribuer ou sont parfois vus, pardon, je caricature, mais comme des empêcheurs de tourner en rond, ils font pas assez bien les choses, voilà. Là, en fait, chaque entité du groupe, chaque personne dans le groupe pouvait voir comment il avait un rôle à jouer, en fait. Et ça, c'est une demande qu'on a beaucoup, peut-être vous l'avez aussi, de beaucoup d'employés qui disent: «Mais comment je peux contribuer? Comment je peux participer?» Et là, c'est devenu clair et on ne leur répondait pas, pour leur faire plaisir ou juste pour les motiver. On leur répondait avec, encore une fois, des priorités clairement établies, des leviers, qui étaient positionnés ici, ça, là et avec, des actions extrêmement concrètes. Ok, super. Super, merci. Ensuite, une question sur comment cet exercice s'est articulé avec la démarche préexistante. Quelle a été la dimension de l'équipe qui a travaillé sur cet exercice? Je me souviens quand on est parti, vous avez déjà une raison d'être, vous avez déjà certains sujets ESG sur lesquels vous travaillez, mais effectivement, on est allé plus loin avec l'exercice. Donc, Et peut-être, Marina, si tu oui, m'autorises, vu que le temps vas-y. file, il y a une question qui arrivait après sur le temps du projet, de ce Oui, projet. Peut-être qu'on peut le combiner dans la parfait. réponse que vous allez faire. Merci. Je peux répondre effectivement aux deux. Alors, je vais commencer par le temps du projet. Le temps, ça a été le nôtre. Je pense qu'on a mis quasiment une petite année, mais on aurait pu mettre 4 mois ou 6 mois. En fait, il y a un moment où on s'est dit, on va prendre le temps de faire les choses, notamment sur la partie d'interrogation des parties prenantes, parce que c'était hyper important pour nous et qu'on avait des questions logistiques en parallèle. Et donc, pour nous, oui, ça a duré, alors pas tout à fait un an, mais une petite année, mais on aurait pu aller beaucoup plus vite si on avait voulu. Après, voilà, c'est un choix. Et j'ai oublié ta question, Marina, je suis désolée. Euh, C'était en fait comment ça s'intégrait avec l'existant. Ok, ouais. En fait, l'existant, il était à plusieurs niveaux. Effectivement, on avait déjà travaillé sur une raison d'être, des engagements, évidemment des valeurs, et on est parti de là, et on est parti aussi d'éléments plus, j'ai envie de dire, structurants de l'analyse de risque qui était faite par côté direction financière. C'était aussi un input important au démarrage. Et l'idée, c'était de ne pas faire table rase du passé, de prendre en considération les éléments qui étaient déjà les nôtres et déjà très forts chez nous, et de les soumettre aux parties prenantes. Parce que c'était ça qui était intéressant aussi, c'était de soumettre aux parties prenantes l'existant et de pouvoir ajuster les choses et notamment d'évaluer ce qui était vraiment très important pour nous. Il y a pour eux. Il y a des choses qui pour nous étaient très fortes au démarrage. Par exemple, le fait d'intégrer la stratégie ESG, de former les employés, etc. Et on a conviction que c'est toujours quelque chose de très fort et de très important. Et pourtant, dans l'analyse de matérialité, ça ne ressort pas avec autant d'importance que ce qu'on avait imaginé. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a ces sujets-là, on sait qu'ils sont importants pour nous, mais on connaît leur importance maintenant aussi pour l'ensemble de nos parties prenantes et ça permet d'ajuster en fait la vue sur l'ensemble de nos priorités. Juste avant, peut-être prendre une dernière question qui en regrouperait quelques-unes, Marina, pour bien répondre à la question de la temporalité, parce qu'on intervient aussi auprès de fédérations, de PME, etc.
Si vous avez déjà une maturité, vous avez déjà fait du reporting, des PEF, etc., vous pouvez être autour de 6 gros mois pour faire ça. Si vous partez de zéro, une année, c'est bien. Plus qu'une année, c'est mieux parce que là, vous pouvez prendre le temps. Et donc, moi, j'intervenais la semaine dernière auprès d'une fédération de petites entreprises qui vont être soumises, pas l'année prochaine, mais l'année d'après. Je leur dis, mais ne tardez pas. Au contraire, vous allez avoir du confort. Voilà. Donc, pour moi, 18 mois, c'est bien. 18 mois, c'est bien pour poser un projet, embarquer les équipes. Et puis surtout, ne pas parler que reporting et data points, mais rentrer dans la vraie vie, le vrai business, les vrais métiers. Je pense que Véronique et Camille nous ont bien expliqué comment leurs collègues se sont sentis comme chaque musicien dans un orchestre, chacun sachant ce qu'il a à faire. Voilà. Si on arrive à faire ça, on fera de la CSRD quelque chose qui aura créé beaucoup de valeur. Et vous pourriez dépenser le même argent et le même temps en créant pas beaucoup de valeur. Donc nous, on a envie de vous inviter à le faire de la bonne façon. Est-ce que Marina, il nous reste là, on est presque au bout du temps, même si les Oui, gens c'est vont ça, il rester un reste petit peu, mais voilà, une ou deux questions finales. Il y avait la question sur la dimension de l'équipe. Enfin, de mémoire, de votre côté, vous étiez 3, c'est ça? Sachant qu'on a fait intervenir différentes, vos collègues à certains moments, notamment au comité de pilotage, au workshop, etc. Euh, On- et Effectivement, on était plutôt deux, on va dire, si on compte le plein temps, 3 personnes, mais 2 plein temps. Et après, pour les collègues, c'était des missions ponctuelles sur les différents ateliers, le comité de pilotage, etc. Donc, si on a une vision très stricte, on va dire 2. Si on a une vision très large, je pense qu'on peut dire 40. Mais pour intervenir chacun à son niveau d'expertise et sur une durée très limitée, bien évidemment. Très bien. Eh Pardon, bien, je voudrais préciser une chose, parce que vas-y. non plus, je voudrais pas que vous interprétiez ce que vient de dire Véronique à côté. Donc effectivement, c'est les 2 personnes travaillent à plein temps sur la RSE, le ESG, mais n'ont pas passé un plein temps sur la CSRD quand même. Hein. Pas un an de plein temps du tout. C'est bien de le dire. oui, Ok. Alors, il me reste à vous remercier grandement toutes les deux. À la fois, nous, on a pris un grand plaisir à travailler ensemble, mais aussi à préparer et à échanger avec vous et de se remémorer un peu tout ce qui a fait le succès de ce projet. Peut-être avant de libérer les gens qui nous écoutent, quelques éléments complémentaires qu'on avait envie de partager avec vous. Si on peut enchaîner sur la slide suivante. Alors, Marie-Laure, si tu veux la porter, il faut que tu ouvres ton micro, sinon ça ne va pas marcher. Et que tu Est-ce que vous reviennes. m'entendez? Je pense que Ouais. j'ai cliqué 2 fois, je pense. Vous m'entendez? Oui. Extra. Ce qu'on voulait vous dire, oui, j'ai un décalage sur mon, je suis navrée. On a un son mauvais. On a un son qui est pas bon là pour toi. Je ne sais pas si tu peux être un tout petit peu plus loin du micro, ça grésille. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, vas-y. Non? Oui? Oui, oui, vas-y, on t'entend. Sinon, prends la main, Olivier ou Marina. Voilà, il y a juste un petit mot, mais oui, Ouais, ça grince. ouais, il y a un grésillement. Oui. Alors, simplement vous dire ce que vous avez à l'écran là, c'est on s'est dit pour terminer, voilà, comment nous on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice. On se lève le matin pour que le monde aille mieux. On est clairement sur les sujets de durabilité. C'est notre cœur de métier. Donc, on peut accompagner les gens de différentes façons. Si je démarre en bas du schéma que vous avez là, voilà, on a des entreprises qui ont besoin d'être accompagnées de manière individuelle et qui nous confient ces accompagnements. On accompagne beaucoup de TI aujourd'hui, notamment qui vont être soumises ou qui sont déjà soumises. Euh, on rencontre aussi des plus petites entreprises avec qui on discute d'avoir un accompagnement collectif. Donc là, juste retenez que faire un groupe d'entreprises qui n'a pas le même métier, c'est compliqué sur la CSRD. Donc, on va aller plutôt vers des gens qui sont dans des secteurs. C'est pour ça qu'on a beaucoup de discussions avec les branches sectorielles. Voilà, je vous parlais des conférences qu'on a faites avec Marie-Laure dans les dernières semaines. Voilà. Regrouper une petite dizaine d'entreprises du même secteur qui pourraient travailler ensemble, ça permet de réduire les coûts, ça permet d'échanger avec ses pairs. Et il y a plein de trucs très intéressants à créer en collectif. Ensuite, on peut avoir des entreprises qui se sentent assez matures parce qu'elles font déjà du reporting depuis longtemps, mais qui ont besoin quand même d'être un peu appuyées. Donc, on peut, de manière plus ponctuelle, intervenir en mentoring. Donc, on va vous aider à prendre du recul. C'est des séquences plus courtes. C'est des moments forts qu'on va essayer d'organiser dans votre calendrier. Et puis enfin, et ça, je pense que c'est très important, on a aussi des formations
Alors, les formations, ça peut être pour les pilotes, ça peut être pour les métiers qui sont concernés par le sujet, ça peut même être pour vos dirigeants. Hein, moi, j'interviens pas mal auprès des COMEX, des conseils d'administration, etc. Parce que même les administrateurs et les dirigeants doivent être formés sur ces sujets. Donc voilà, si vous avez envie d'envoyer quelqu'un de vos équipes prendre la matière et être sûr que vous n'êtes pas passé à côté des fondamentaux, il existe en tout cas cet accompagnement formation. Donc vous voyez qu'on peut avoir des modalités d'accompagnement qui sont un petit peu à la carte en fonction de vos besoins. Oui, merci beaucoup, Olivier. Je pense qu'il y avait l'équipe Lefebvre Sarraut qui vous partagez des liens également parce qu'ils travaillent sur des supports d'éclairage de la loi. Donc là, Merci. nous avons des flashcodes, mais Camille a partagé aussi dans le chat. Oui, tout à fait. Je vous en dis un petit mot. C'est des contenus qui sont en accès libre, hein, gratuit, accès au droit, c'est notre mission. Donc, vous avez une newsletter gratuite ESG RSE qui est faite par les experts. Le fait d'Allos, tout à fait accessible à tout un chacun. Moi, je ne suis pas juriste du tout. Vous pouvez aller la consulter et recevoir régulièrement les actualités sur le sujet. En toute confiance, encore une fois, le principe, c'est que tout ce qu'on fait est fiable. En termes juridiques notamment. Vous avez aussi un podcast qui s'appelle Vigilance, c'est 10 minutes par mois. C'est vraiment pas grand-chose, vous pouvez le faire, il y a déjà plusieurs épisodes qui sont passés, vous pouvez les tester et en avoir encore dans les mois à venir. Et puis je voulais vous partager aussi un guide qui s'appelle CSRD Essentials qui pour l'instant euh, est en, est en anglais, mais on prépare la version française pour la rentrée. Celui-là est très très important. C'est un guide qui a été réalisé avec l'eurodéputé qui a négocié la CSRD au Parlement européen. Et le principe de ce guide, ça a été de mettre autour de la table une douzaine, quinzaine de personnes, les législateurs et les personnes qui ont réalisé les normes, donc la GRI, l'EFRAG, il y avait aussi Global Compact, et puis des utilisateurs, donc des gens des entreprises. Bon, il y avait nous, mais il y avait aussi Decathlon, la Maïf, Panasonic, etc. Avec l'idée de faire en une cinquantaine de pages, dont beaucoup d'infographies, un Reader Digest, j'ai envie de dire, de cette loi, en commençant par le pourquoi, et ensuite le comment, de façon extrêmement concrète. Donc là, je vous ai mis la version en ligne, elle est gratuite, et si vous souhaitez, vous avez une version imprimée. Ah, alors là, à prix coûtant, on va pas, si on fait de la RSE, on va pas dire que imprimer, ça ne coûte rien et que les gens travaillent gratuitement pour le faire. Donc c'est à prix coûtant, c'est 5 € hein, pour tout vous dire, si vraiment vous voulez la version imprimée. Voilà, et c'est vraiment fait à la fois pour les conseils des entreprises, mais aussi pour les entreprises elles-mêmes, hein. C'est vraiment des contenus qui sont accessibles. Très bien, merci beaucoup. Merci à tout le monde et merci aussi aux participants pour vos questions et la participation active. C'est vrai que ce webinaire a rencontré un vif succès. On vous donne, enfin, on vous enverra ces éléments aussi dans l'email que vous allez recevoir par la suite avec le replay. Et merci encore une fois à nos deux intervenantes et aussi Olivier et Marie-Laure d'avoir préparé cette intervention. Et avec ce, je vous dis bon appétit et à bientôt. Avec joie. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir.